Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors pour clarifier un petit peu tout ça, donc je suis Paul Bounot de GS1 France. Mon collègue Cédric a dû répondre à un autre impératif. Donc je suis là pour avec Pauline, vous expliquer tout ce qu'on peut faire ensemble et aller encore plus loin grâce au langage GS1 pour la personnalisation et l'efficacité du parcours client, notamment au niveau de l'expérience client associée aux marques de plusieurs de nos adhérents. On y va. Alors pour quelques-uns ou pour tout le monde, est-ce que vous avez déjà entendu parler de GS1 ? N'hésitez pas. Alors, par rapport à la personne précédente, je vais faire la question à l'inverse. Qui n'a jamais entendu parler de GS1 ? Bon, on a bien fait de venir. Alors, peut-être pour tout le monde, l'ancien nom de GS1, c'est GenCode ou EAN. Voilà, c'est une organisation internationale qui est spécialisée dans l'animation de la collaboration, historiquement de l'industrie et du commerce, pour définir un langage commun au travers du système code-barre. Tout ce qui sert à identifier les produits, à capturer de la donnée et à échanger de la donnée produit et des usages sur l'optimisation logistique, la traçabilité, etc. Cette organisation, elle est très intéressante parce qu'elle est sans but lucratif, elle est neutre et elle est présente dans physiquement maintenant 118 pays depuis quelques jours. Et on est au service de nos entreprises adhérentes. Donc en France, on travaille pour à peu près un peu plus de 57 000 entreprises adhérentes, 58 000 maintenant, et dans le monde plus de 2 millions. Toutes ces entreprises sont adhérentes à GS1, donc ce sont elles qui contribuent, qui cotisent au système et qui font que on est là aujourd'hui pour continuer à accompagner vos besoins du business, comme on l'a été il y a 50 ans, quand il a fallu référencer les produits, accélérer l'encaissement au passage en caisse, etc. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on est résolument convaincu que par la collaboration des acteurs qui sont en dehors des règles GS1, pour la plupart concurrents entre eux, il est possible de les aider à trouver des solutions communes qu'ils n'arrivent pas de leur côté à trouver, parce qu'il faut des avis de plus d'un maximum de parties prenantes et surtout des expertises en fonction des problématiques à résoudre qui soient adaptées autour de table. Le symbole de notre activité, vous le connaissez tous, c'est le code barre. Il n'y a pas plus commun que le code barre, donc c'est ce qu'on a standardisé il y a 50 ans, ce qui a permis des assortiments de plus en plus grands, le passage en caisse, une logistique de plus en plus fluide et tracée. Et en fait, on est là aujourd'hui pour vous donner une première information importante, c'est que du fait du poids des réglementations, de ce fameux millefeuille ou tsunami, ça dépend un petit peu comment on voit les choses, mais en tout cas, du fait des contraintes réglementaires, il y a un grand besoin de capitaliser sur ce langage mondial et de le faire évoluer vers un nouveau symbole du commerce, qui est le QR code augmenté GS1, qui va permettre à la fois d'encapsuler plus de données à l'intérieur et surtout de distribuer des informations en fonction des utilisateurs. Donc, très clairement, le QR code augmenté GS1, c'est quoi ? C'est un QR code. Donc ça, c'est ce que tout le monde connaît, avec la particularité d'intégrer toute la puissance du système GS1, tout le langage GS1, à l'intérieur du QR code. Et sa grande vertu, c'est qu'il est de fait lisible par tous les smartphones, et donc à minima, tous les consommateurs peuvent le scanner pour accéder à de l'information. Pourquoi on l'a augmenté GS1 ? Parce qu'il a fallu aider nos adhérents à trouver une solution standardisée et interopérable partout dans le monde et à capitaliser sur cette identification pour y associer plus d'informations. Donc il va permettre, quand les distributeurs, les industriels seront prêts à faire le passage en caisse, ça c'est certain, et il va permettre aussi de débloquer entre guillemets d'autres cas d'usage, notamment sur l'anti-gaspillage alimentaire, le recyclage des emballages, la traçabilité, etc. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'adresser ce QR code augmenté GS1. La première façon, c'est déjà de préparer la migration de vos produits, donc de vos marques, que vous soyez distributeur ou industriel. Vous pourrez le faire grâce à toute cette standardisation qui existe. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adresse web du QR code augmenté GS1, elle est standardisé GS1 de fait. C'est-à-dire que ça permet de structurer de la donnée et d'y mettre à la fois de l'information statique comme un code produit, le fameux GTIN, et d'y associer aussi des données plus dynamiques,
plus chaudes, comme des numéros de lot, des dates, etc. Et c'est là où on va commencer à adresser des cas d'usage qui sont dits plus complexes, parce que ça nécessite de faire évoluer l'outil industriel ou d'engager des investissements un petit peu différents, notamment pour la traçabilité, les retraits-rappels, etc. Donc vous voyez ici, sans vous rentrer trop dans la technique, mais vous voyez ici une URL avec des données en différentes couleurs. Ce sont des balises en fait, qui permettent d'indiquer au lecteur que derrière le 01 c'est toujours le code produit, que derrière le 10 c'est toujours un numéro de lot, que derrière le 17 c'est toujours une date, etc., etc. Et là c'est vraiment intéressant, parce qu'on a au niveau du produit des informations qui vont permettre d'adresser des cas d'usage. Alors en bref, on a un standard technique, je vous donne son petit nom, GS1 Digital Link, dans lequel on encapsule toute la puissance du système, et donc on l'a brandé QR code augmenté GS1 en France. Et on a plusieurs façons de distribuer cette information quand on a une marque, à la fois sans réseau, très bien, ça permettra le passage en caisse. Donc on a prévu une migration d'ici fin 2027. Donc il y aura une coexistence à la fois du code barre classique et du QR code augmenté GS1 sur tous les packs à fin 2027, et un horizon qu'on ne connaît pas encore, mais dans les années à venir, il n'y aura que le QR code augmenté GS1 sur les packs et qui sera multi-usage. Voilà, un symbole qui permettra plusieurs cas d'usage. On permettra aussi via des serveurs et Internet, comme le QR code le permet aujourd'hui, d'accéder à de l'information produit pour les consommateurs. Et en fonction d'un contexte de scan, c'est-à-dire d'une géolocalisation, de la langue voulue par le consommateur, etc., là, on permettra d'adresser des cas d'usage beaucoup plus précis et des contenus qui concernent véritablement l'utilisateur. Donc ces cas d'usage, ils sont assez simples, on les connaît tous. Soit vous les adressez déjà, soit vous cherchez des solutions pour les adresser. Et là voici, donc il y a tout ce qui est lié au packaging digital, l'engagement consommateur qui est extrêmement importante. La dame de Louboutin effectivement parlait de brand equity, c'est extrêmement important pour vos marques de pouvoir valoriser jusqu'au bout tout le travail fait par les équipes qui correspondent aux attentes sociétales, le passage en caisse de fait, les retraits-rappels, la lutte contre le gaspillage notamment alimentaire et la traçabilité. Voilà, ce sont quelques cas d'usage, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vais passer la parole à Pauline pour vous partager toute l'expérience de Savencia sur le parcours client et ce langage. Merci Paul. En effet, je vais prendre la parole pour vous expliquer pourquoi ce passage au QR code augmenté à fin 2027, comme tu nous l'as dit Paul, représente un défi pour les entreprises comme Savencia, mais aussi une opportunité. Le groupe Savencia, pour vous donner un petit peu d'informations sur ce qu'on est, qui on est, c'est un groupe français, un groupe familial et indépendant, qui est composé de 2 entités, qui fabriquent beaucoup de fromages, dont vous connaissez, je pense, les marques Caprice des Dieux, Tartare, Saint-Agur, etc., mais aussi du beurre, de la crème avec la marque Elvire, mais aussi une branche Savencia Gourmet qui fabrique là des technologies de produits un peu différentes, avec les marques notamment de chocolat, Valrhona, la maison du chocolat, mais aussi des produits de charcuterie et produits de la mer. Plus de 25 000 collaborateurs dans 120 pays, actifs dans 120 pays, et des marques, comme je vous l'ai dit, de haute qualité et avec une réputation forte. On m'a demandé de parler du parcours client et de l'impact qu'aura le QR code augmenté, l'harmonisation de la donnée produit sur le parcours client. Donc petit rappel rapide parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis experte réglementaire, mais je vais quand même vous parler un petit peu du processus de décision du client, de ce qui se passe en amont, mais aussi en aval, des différentes étapes qui entourent l'acte d'achat pour le client, de la prise de conscience à la fidélisation. Ce que je vais retenir, moi, de ce parcours client, en tant qu'experte réglementaire, c'est que l'information y est clé à chaque étape, à chaque instant, pour convaincre le consommateur d'acheter le produit, mais aussi pour sécuriser l'expérience produit et fidéliser le client. De ce point de vue-là, il va être important de sécuriser toute l'information qu'on va pouvoir collecter, de la distiller au bon moment, par le bon biais, pour nous assurer de toucher la cible et de divulguer la bonne information au consommateur au moment où il en a besoin. On peut passer au prochain slide, Paul, s'il te plaît. Je vais vous parler de l'information produit parce qu'elle est clé tout au long du parcours client et qu'elle tend, comme l'a dit Paul, à devenir de plus en plus importante, de plus en plus diverse, si je puis dire, notamment les informations réglementaires qui sont attachées à nos produits alimentaires, qui sont très encadrés en termes de composition, de caractéristiques organoleptiques, mais aussi de sécurité avec les allergènes ou encore sur les origines et les prix. Il y a beaucoup de réglementations qui encadrent toute cette information produit, des réglementations qui sont parfois diverses entre un marché et un autre, avec de gros enjeux ici d'organisation de l'information et de sécurisation de la donnée, on le verra plus tard.
Des informations aussi concernant les performances du produit ou de la marque, tu en parlais plus tôt, Paul. Il s'agit ici de valoriser la qualité nutritionnelle de nos produits ou encore les performances environnementales de nos marques, de nos filiales. Il y a de grosses attentes des clients et des consommateurs sur ces aspects aujourd'hui, comme sur des aspects sociétaux. Je pense notamment à des domaines comme le chocolat ou sur notamment le cas des éleveurs. En tout cas, de fortes attentes, beaucoup d'informations à communiquer à nos clients, aux consommateurs et des packagings qui ne sont pas extensibles. On a aussi des informations sur l'utilisation des produits qui sont attendus, comment j'utilise le produit, comment je peux le cuisiner, jusqu'à quand je peux le consommer et peut-être est-ce que j'ai une recette clé qui va me permettre de le valoriser. Tout ça, on aimerait le mettre sur nos packaging, mais vous imaginez, sur un pot de fromage de 150 grammes, et bien tout ça, ça ne passe pas nécessairement. Donc derrière, il y a un vrai enjeu à digitaliser tout ça, à trouver les bons médiums pour continuer à non seulement répondre aux exigences réglementaires, mais aussi fournir plus d'informations aux consommateurs, de l'information utile pour suivre aussi les mouvements en cours et tout ce qui les intéresse en termes de connaissances produits. J'en viens à un mouvement qui est indéniable de digitalisation de l'information produit et du parcours client. Les consommateurs évoluent dans leurs pratiques d'achat. Ils vont vers plus d'informations digitalisées dans leur recherche du produit parfait. On parle de phénomène de ROPO, Research Online, Purchase Offline, où le consommateur va d'abord rechercher un certain nombre d'informations sur le web, sur Internet, sur les réseaux sociaux, peut-être avant de venir acheter son produit en magasin. On parle aussi de click and collect ou d'applications mobiles qui se propose de donner plus d'informations aux consommateurs sur des aspects supra-réglementaires, des scores nutritionnels, des scores environnementaux, des choses qui les intéressent là encore. On a des plateformes qui ont vocation à donner des informations sur des recettes, des conseils d'utilisation. Et on va même aller un petit peu plus loin. Chez Savencia, on a des projets aussi autour de la traçabilité de nos matières premières pour informer le consommateur sur d'où vient la matière utilisée pour le produit. Donc, si vous avez bien compris où je voulais en venir, toutes ces informations, la digitalisation pour nous c'est une vraie aubaine parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les packaging, on a besoin de pouvoir le mettre ailleurs, autre part. Ça va nous permettre d'être plus transparents vis-à-vis des clients sur la marque et ses initiatives, aussi sur des données non réglementaires et ça va permettre, comme tu le disais Paul, plus de personnalisation par la localisation d'informations. Je parlais un petit peu plus tôt de l'exemple des consignes de tri qui ne sont encore pas nécessairement harmonisées sur tous les pays. Pouvoir scanner un produit en Belgique, le même produit en France et avoir l'information sur comment trier mon produit selon où je me situe, ça semble particulièrement pertinent par les temps qui courent. Et aussi pouvoir orienter le contenu en fonction de la phase dans laquelle on se situe sur le parcours consommateur. Est-ce qu'on est dans la phase de découverte ou de considération ou alors dans la phase expérience produit, fidélisation en poussant des recettes anti-gaspi, des choses comme ça qui vont permettre vraiment d'arriver avec la bonne information au bon moment. Enfin, il y a aussi un enjeu sur la donnée qu'on va pouvoir récupérer des sites, des plateformes qui seront visités à partir du QR code augmenté peut-être ou d'autres vecteurs pour affiner le contenu de l'information qui est donnée aux consommateurs, pour notamment explorer les flux, les remontées consommateurs via les notes ou les commentaires clients qui nous apportent là aussi de l'information sur les considérations qui sont celles de nos clients et améliorer continuellement la manière dont on l'informe et dont on l'accompagne dans son parcours. Donc plein de possibilités avec le QR code à venir, malgré aussi le défi que ça représente pour nous. Merci beaucoup Pauline. On va conclure ensemble. Évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est à votre disposition juste après. On a un stand au bout GS1 France, on répondra à toutes vos questions. Autant le passage en caisse à fin 2027, c'est vraiment la trajectoire qui a mis en action à la fois la filière en France, mais beaucoup d'autres filières dans des produits de grande consommation et dans d'autres, la cosmétique, les vins spiritueux, etc. La textile, beaucoup, en France et dans d'autres pays dans le monde. Autant tous les autres cas d'usage qu'on vous a partagés, en fait, ils sont aujourd'hui, dès maintenant, adressables par le QR code augmenté GS1. C'est ça qui est très important et qu'on souhaitait vous partager, parce que, entre guillemets, il n'y a pas lieu d'attendre pour commencer une gestion de projet comme Savencia le fait et rejoindre la collaboration à GS1, parce qu'on anime une communauté extrêmement active pour préparer la migration et le passage à l'échelle des cas d'usage qu'on a vus, toujours dans une logique d'information aux consommateurs et de stratégie marketing de marque. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.